au Mali. Y a-t-il un risque de déstabilisation de tout le Sahel? Eh bien, nous posons ce soir la question à nos invités, alors que s'est tenue ce mardi à Paris une conférence internationale sur la sécurisation des frontières en Libye. Je vous présente très rapidement nos invités. Philippe Lalliot, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur associé à Sciences Po Paris. Mathieu Mabin, grand reporter à France 24, qui a couvert le conflit en Libye et qui revient du Mali. Michel Rambaud, qui est ancien ambassadeur en Mauritanie et au Soudan, enseignant au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Avant de reprendre ce débat, eh bien, je vous propose d'écouter enfin, parce qu'on en a parlé dans la première partie du débat, du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. C'était le 10 février à Moscou et Philippe Lalliot réagira derrière. Au Mali, la France combat aujourd'hui ceux qu'elle a armés hier en Libye en combattant Kadhafi, tout en violant l'embargo imposé par le Conseil de sécurité. Pour l'instant, les Français avancent avec succès à travers le pays en occupant des positions déjà abandonnées par les terroristes. Mais où sont les terroristes? Il y a des chances qu'ils se soient déployés dans les pays voisins. Alors Philippe Lalliot, est-ce que vous combattez au Mali ceux que vous avez armés hier en Libye, comme l'affirme le chef de la diplomatie russe? Je crois qu'on a toujours dit, en tout cas le ministre des Affaires étrangères, qu'on retrouvait au Mali, entre les mains des terroristes qu'on combat, en effet aujourd'hui, des armes qui avaient été dispersées à partir de la Libye, sous différentes formes d'ailleurs. Certaines milices sont passées avec armes et bagages à la chute de Kadhafi depuis la Libye sur le Mali. Il y a eu beaucoup d'armes qui se sont retrouvées sur le marché noir. Et ces groupes terroristes qui sont gavés de l'argent tiré du trafic de drogue notamment, et du trafic d'otages également, ont pu se fournir sur ces marchés et acheter ces armes. Donc en effet, mais ça c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps. Mais il y a des armes qui ont aussi été données par la France. On se souvient même de ces largages d'armes à proximité justement de ces katibas, etc., qui ont été aussi saisis par les djihadistes. Et ce sont aussi des armes françaises. Il y avait de manière générale beaucoup d'armes en Libye. On en a livré également. Et d'ailleurs, c'est un des enseignements, une des leçons qu'on a tirées de ce qui s'est passé en Libye qui explique aujourd'hui l'embargo sur les armes, par exemple, à destination de la Syrie. La raison pour laquelle on ne veut pas... Donc c'était une erreur? Vous dites aujourd'hui c'était une erreur? Dans le contexte de l'époque, certainement. Et je dois dire, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on tire aujourd'hui, je crois, les leçons de l'intervention en Libye, de l'intervention en Afghanistan, dans ce qu'on fait au Mali. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer de façon à ajuster l'action de la communauté internationale. Moi, j'en vois au moins 4. Il faut des objectifs clairs. Il faut un calendrier et des échéances qui soient précises. Il faut un très fort soutien international. Et pour finir, on pourrait certainement en tirer d'autres. Et quatrièmement, pour finir, il faut une approche qui soit une approche globale. Comme le disait le général Desportes, il faut en effet gagner la guerre, mais il faut en effet derrière aussi gagner la paix. Et donc, il faut traiter des problèmes politiques, de réconciliation nationale. Il faut traiter des problèmes humanitaires et de développement, en plus de problèmes sécuritaires. Alors, je voudrais qu'on regarde cette carte parce que pour que nos téléspectateurs comprennent bien que ce qui se passe aujourd'hui au Mali est l'une des conséquences de la guerre en Libye, puisqu'il y a beaucoup notamment de Touaregs armés qui sont partis donc de la Libye et qui ont rejoint le Mali. On le regarde ici. Et si vous voulez bien aussi un peu peut-être la commenter avec moi, Mathieu Mabin, parce que vous connaissez bien ces deux territoires. On dit aujourd'hui que des djihadistes que la France combat au Mali, se seraient réfugiés dans le sud-ouest libyen. Est-ce que c'est plausible ? Oui, c'est tout à fait plausible. Mais comme on peut revoir la carte en même temps que Mathieu parle, merci. Comme il est plausible que des chefs djihadistes se soient réfugiés à l'intérieur du territoire mauritanien et même algérien. L'une des grandes surprises du conflit au Mali, au moment où on se parle, c'est que les Algériens ont l'air d'avoir tenu leur promesse de verrouiller la frontière algérienne. Donc c'est possible. L'autre grande surprise, c'est la frontière mauritanienne. Les Mauritaniens semblent aussi avoir tenu leurs promesses, ce qui était tout à fait difficile à imaginer il y a encore quelques mois. On sait que la frontière mauritanienne était une passoire il y a quelques mois. Visiblement, ça n'est plus le cas et c'est ce qui a permis aux troupes françaises de remonter vers le nord Mali jusqu'à tracer une ligne qui va de Gao à Tombouctou et pousser encore plus loin jusqu'à pousser les groupes djihadistes dans les contreforts au-dessus de Kidal, ce qui est tout à fait inespéré finalement en un mois. C'est tout à fait surprenant. Maintenant, ça ne signifie pas que les frontières
frontières, qu'elles soient algériennes, mauritaniennes ou même libyennes, lorsqu'on a enjambé le Niger, soient totalement étanches. Les frontières étanches n'existent pas. Il faut s'attendre effectivement à ce que quelques chefs djihadistes puissent trouver la fuite, puissent trouver refuge dans leurs caches qui sont disséminées dans ces pays absolument immenses. On n'est pas à l'échelle de la France, hein. Il faut se rappeler de la taille du Mali, c'est considérable. Maintenant, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, c'est le ravitaillement de ces groupes djihadistes de manière massive, comme c'était le cas autrefois. Quand je dis autrefois, c'est il y a un mois. Lorsque des convois de camions-citernes traversaient les frontières et convergeaient vers le Mali pour ravitailler les groupes islamistes en carburant, en armement, ou en fonds, ou en vivres, tout simplement. Ça n'est plus possible. Donc je ne crois pas qu'il faille considérablement fantasmer sur la porosité des frontières aujourd'hui. Je vous propose d'écouter le Premier ministre libyen, qui était cet après-midi l'invité de France 24 et qui dément justement la présence d'éléments du Moudjahou sur le sol libyen. On l'écoute. Ce n'est pas vrai. Depuis le début de la crise, nous surveillons les frontières. L'armée de l'air est sur place. Et nous lui avons donné l'instruction de viser toute personne qui tenterait de traverser les frontières illégalement, y compris en les bombardant. Voilà, vous pouvez retrouver cette interview exclusive sur l'antenne de France 24, l'antenne arabophone. C'est ce soir à partir de 21h45, heure de Paris. Michel Rimbaud, est-ce que c'est toute la région aujourd'hui sahélo-saharienne qui risque d'être déstabilisée? Entre la Libye, entre le Mali aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque? Il y a l'Algérie également qui est touchée. Moi, je pense que l'Algérie vient d'annoncer la fermeture de ses frontières avec le Mali. Et puis il y a un lien entre l'AQMI. L'AQMI est un mouvement qui est né en Algérie, à la fois dans le sud algérien et en Kabylie. Et donc ce groupement islamiste dont on parle beaucoup, qui a tenu le haut du pavé médiatique, disons, depuis plusieurs mois, c'est un groupe d'origine algérienne. Les Algériens, en fait, sont aussi, il y a toute ingérence dans la région. Donc je crois qu'ils se sont fait un peu tirer l'oreille ils ont subi beaucoup de pression pour, au fond, montrer de la bonne volonté. Mais donc ils ont fermé la frontière. De toute façon, je crois qu'ils sont déstabilisés, ils sont entraînés malgré eux dans la guerre. Je crois que l'un des résultats, au moins tout se passe comme si l'un des résultats de l'intervention armée française finalement au nord Mali, au Mali, ça avait impliqué, réallumer un peu la guerre, disons, contre les groupes islamistes en Algérie. Puisqu'on a vu ces attentats qui ont eu lieu. Alors effectivement, il n'y a pas de lien qu'on peut annoncer, mais les attentats qui ont eu lieu, les attaques qui ont eu lieu avec les prises d'otages, etc., ça touchait des sites extrêmement sensibles et stratégiques qui n'avaient jamais été touchés pendant la guerre civile dans les années 90 à 2000 en Algérie. Donc je pense que les Algériens sont très inquiets et en même temps, ils refusent l'ingérence, ils considèrent que c'est leur zone d'influence. Et j'ai entendu, moi, depuis longtemps, que tout le monde était persuadé, notamment les experts militaires, qu'il y avait une seule armée dans la région qui aurait pu venir à bout peut-être ou savoir traiter les groupes islamistes du Mali, c'était l'armée algérienne, mais ils ne le voulaient pas, parce qu'ils estimaient qu'il fallait lier la diplomatie, puisqu'il y avait eu 2 accords d'Alger sur le Mali, avec les rebelles Touaregs, et qu'il fallait lier la diplomatie et la guerre, si on veut. Alors, en tout cas, il y a une liaison, l'Algérie se trouve réintroduite finalement dans toute cette zone touchée par le terrorisme, et donc avec la Libye, avec tout ça. Je crois qu'il y a un ensemble. Je trouve que l'une des constatations que l'on peut faire, finalement, c'est que la frontière entre le monde arabe et puis l'Afrique telle qu'on la concevait traditionnellement en France n'existe pas, puisque là tout se passe comme si le Mali avait été incorporé de facto dans toute la zone dite des printemps arabes, entre guillemets. Moi je mets beaucoup de guillemets à ces printemps-là, hein, mais enfin bon, tout se passe comme s'ils étaient réintégrés dans la zone des printemps arabes, puisque le Mali, finalement c'est une conséquence, c'est lié à la situation en Algérie, ça peut provoquer une réimplication de l'Algérie dans cette zone de tempête, c'est lié à la Libye, c'est lié encore une fois à la Syrie, puisqu'il y a des mouvements globaux, et je pense qu'on parlait de cohérence militaire. Je crois aussi qu'il faudrait, pour notre pays, il me semble que moi, ce qui me paraît manquer, c'est la cohérence politique, un petit peu quand même dans nos interventions. Disons, je prendrais 3 pays, sinon 4. Bon, entre la Libye, la Syrie d'une part et le Mali d'autre part, je trouve qu'il y a un manque de cohérence politique. Je pense que c'est important. C'est ce qui met à l'aise un pays pour intervenir. Syrie, on intervient on intervient en Syrie, justement. Si, on intervient en Syrie, mais disons plutôt pour soutenir les groupes que nous combattons au Mali. C'est ça ce que je veux dire, si je ne me suis pas exprimé assez
clairement. De même que on n'arme pas quand même les djihadistes, enfin, en tout cas pas... disons, c'est pas armer les djihadistes, on ne veut pas reconnaître qu'il y a des djihadistes, mais enfin bon, ils existent. Hein. C'est ce que l'on fait, on a une implication quand même très très forte en Syrie, je crois, de même qu'on a eu une implication très très forte en Libye, et c'est pas les mêmes... ceux qu'on combat d'un côté, on les soutient de l'autre. Sur le thème de la cohérence, tout de même, sur le thème de la cohérence, parce qu'on est un peu, je crois, en train de mélanger tout. Oui, parce que voilà, moi je voudrais rester sur la zone sahélo-saharienne. Oui, on parle de la Syrie aussi, mais... Justement, sur le Sahel, ça fait des mois que la France dit que ce qui se passe dans cette zone du Sahel, et plus particulièrement au Mali, mais pas seulement au Mali, est grave et nécessite une action urgente. C'est la France qui a poussé les 3 résolutions successives sur le Mali au Conseil de sécurité à New York. Mais je peux vous dire la même chose, Philippe Lalliot, sur la Libye ? Non, mais ce que je veux dire, oui, parce que ce que je veux dire par là, c'est que l'attention de la France a été attirée non seulement sur le Mali, elle a cherché à attirer l'attention de la communauté internationale sur le Mali, mais sur toute la zone du Sahel. Et ça, je vous rappelle tout de même, par exemple, que c'est la France qui a porté cette réunion qui marque un tournant à New York en mars de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 26 septembre très exactement. Et la réunion porte sur le Sahel en entier, pas seulement sur le Mali, mais sur la Mauritanie, sur le Niger, sur la Libye, sur tous ces pays qui entourent le Mali. Quand le président de la République prend la décision d'intervenir au Mali, les objectifs sont assez clairs. Et dès le départ, on dit qu'il y a un risque de constitution d'un sanctuaire terroriste au Mali. Et la menace que font peser ces groupes terroristes, elle est sur le Mali, sa population, bien évidemment. Mais elle est sur tous les pays limitrophes. Et au-delà des pays limitrophes, sur les intérêts des Européens ou des Américains, etc., etc. Quand on parle des Algériens, ça n'est pas un hasard. Si les Algériens nous ont rejoints, c'est parce qu'on a discuté avec eux, qu'on leur a dit, voilà, c'est dangereux. Mais est-ce qu'on mesure, Philippe Lalliot, les conséquences aussi d'une intervention, c'est-à-dire qu'il y aura un risque peut-être de dissémination aussi de ces djihadistes au Niger, dans d'autres pays limitrophes, qu'à un moment ils vont peut-être se reconstituer. Bien sûr qu'on le mesure, mais permettez-moi tout de même de vous dire... Est-ce qu'il y aura une vision cette fois qu'il n'y a peut-être pas eu pour la Libye ? Bien sûr que oui. Et que fallait-il faire ? Ne rien faire, ne pas intervenir ? Mais la Libye, on a eu le même argument aussi. Non, mais que fallait-il faire ? Ne rien faire ? Non, parce qu'à ce moment-là, on avait un sanctuaire terroriste constitué dans un État. Mais bien évidemment qu'on a pris en compte les risques liés à la porosité des frontières. Bien évidemment, on a eu des discussions avec les Algériens. Je vous rappelle quand même In Amenas. Ce qui s'est passé In Amenas. Et là, on a dit ça montre tout de même que le risque, il est pour le Mali, oui, la région, oui, mais au-delà, pour tous ceux les ressortissants des pays qui se sont retrouvés embarqués dans cette tragédie. Sans la visite de François Hollande à Alger il y a 3 mois, il n'y avait pas d'intervention possible au Mali. Ça, c'est certain. Et bien évidemment... Sans un verrouillage de la frontière algérienne, il n'y avait pas d'intervention au Mali. Avec les Mauritaniens, le Niger également. Donc, quand on parle de cohérence, je crois qu'on peut dire là que la France a une vision qui est une vision régionale sur le Sahel. Peut-être qu'il nous a manqué cette vision par le passé, parce qu'on a soutenu le président ATT qui n'a pas fait grand-chose. Encore une fois, je vous dis, on tire les leçons de nos erreurs passées. On tire les leçons de nos erreurs passées. C'est pour ça que la comparaison entre la Libye et le Mali sont des comparaisons dangereuses. Le Mali est un dossier à l'échelle de la France. Mais vous comprenez, Mathieu, qu'on puisse se poser la question toujours des risques des interventions. Je posais la question générale des portes. On regarde l'Irak, on a dit qu'on n'y serait pas très longtemps. On regarde l'Afghanistan, on regarde la Libye, on se dit que c'est franchement un échec. C'est probablement pas à l'échelle des nations qui s'y sont engagées. Or, pour le Mali, lorsqu'on regarde la carte, lorsqu'on regarde la menace, c'est un dossier à l'échelle de la France, à l'échelle des forces armées françaises et de ses alliés, les troupes de la CEDEAO et évidemment les troupes maliennes. Général Desportes. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit. Moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'effectivement, la France avait pris conscience de ce problème dans le Sahel depuis de longs mois. Par contre, elle n'a pas agi. nous aurions placé 200 soldats à Bamako depuis 4 mois, ça aurait coûté pratiquement rien et ça aurait évidemment empêché que les djihadistes ne cherchent à tirer parti de la fenêtre d'opportunité qui s'ouvrait. 200 soldats à Bamako, pas d'attaque, pas d'intervention française et on n'en serait pas à une opération qui coûte 2,5 millions par jour. Sur quelle base, mon général ? Comment ? Sur quelle base juridique ? Je n'en sais rien, je ne suis pas diplomate. Nous avons un excellent Quai d'Orsay, mais je dis qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas intervenir, il faut prévenir. Et en particulier dans la démarche qui constituait à désarmer nos bases en Afrique, heureusement qu'elle a été stoppée et heureusement que nous conservons encore des moyens de prévention des crises en Afrique. Je constate simplement, moi je ne suis pas diplomate, je constate simplement que 200 soldats à Bamako auraient empêché la guerre dans laquelle nous sommes sous sa forme aujourd'hui. Alors pour revenir... Encore une fois, il faut une base juridique. Et ce qui fait la légitimité de l'intervention française, c'est la demande qui est faite par le président Traoré. Et je vous rappelle quand même que si on remonte 4 mois en arrière, la première résolution du Conseil de sécurité, c'est début sur le Mali, c'est la 2056 de début juillet. Donc il y avait déjà un processus qui était lancé, mais on ne fait pas
ce genre de choses sans, encore une fois, un très fort soutien international. Je n'en disconviens pas, mais peut-être ce soutien aurait-il pu être trouvé auparavant, et peut-être aurait-on pu placer dans les conditions d'égalité internationale des soldats à Bamako. Mon constat, c'est ça. 200 soldats à Bamako, pas d'intervention française, et des millions économisés. Donc cherchons à prévenir les crises en Afrique, nous avons des responsabilités, maintenons des capacités d'intervention, maintenons des bases qui nous permettent d'exercer ces responsabilités et de protéger nos ressortissants. Les moyens diplomatiques, je ne les connais pas, mais ça me paraît, c'est une évidence. Alors maintenant, les risques de la guerre, il y a toujours des risques. Je crois, il fallait faire ce qui a été décidé. On aurait pu l'empêcher par le moyen que j'ai donné, mais il fallait intervenir, c'est absolument clair. L'action est toujours un risque, la guerre est toujours un risque, et la guerre ne se passe jamais comme prévu. Donc, et c'est, je crois, la grandeur de ce qui est dit par le président Hollande aujourd'hui, hier, il a répété, nous irons au bout, et nous rétablirons l'intégrité du territoire malien. Mais ça ne signifie pas un départ au mois de mars ou au mois d'avril. À mon sens de militaire, c'est totalement incompatible. Jamais personne n'a dit qu'on partirait au mois de mars. Début de retrait. Bon, mais si tout se passe comme prévu, début de retrait. Si tout se passe comme prévu. Non, mais rien ne se passe jamais comme prévu. La guerre ne se passe jamais comme prévu. Ce qui est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Alliot, il faut avoir un objectif clair. Oui. Et on a un objectif clair. Et ensuite, la stratégie, c'est avoir un objectif et s'adapter aux circonstances, mais en sachant que ça prendra du temps. La deuxième question, c'est est-ce que c'est une guerre à la portée des armées françaises? D'abord, quand on compare l'Afghanistan et le Mali, les conditions géographiques, les conditions historiques, les conditions sociales sont complètement différentes. La guerre juste, nous disait saint Thomas d'Aquin, suppose qu'elle puisse être gagnée. Dans ce sens-là, c'est pas une guerre juste, parce que la guerre juste, c'est quelque chose de très dangereux. Mais effectivement, nous avons des chances d'arriver au bout à l'objectif que nous cherchons, ce qui n'était pas le cas en Libye. Donc, je crois que c'était bien d'y aller, on peut y aller. Mais parce que nous avons encore une armée. Et nous avons une armée qui projette pratiquement tout ce qu'elle peut faire maintenant et qui est étirée sur 1700 km et sans épaisseur stratégique. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons faire attention. Si la France veut pouvoir exercer ses responsabilités, protéger ses ressortissants, elle doit protéger son outil militaire et ne pas le sacrifier sur l'autel des économies budgétaires. Ça me paraît fondamental si la France veut rester la France à la hauteur de ses responsabilités. Je vais revenir d'un mot sur cette histoire de... Ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, c'est quand les objectifs... Il faut que les objectifs soient clairs, ils l'étaient, ils le sont toujours. Oui. Il faut que le calendrier soit clair là aussi. Et il ne faut pas citer de manière tronquée ce que peuvent dire certains responsables français, je pense au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Défense. Ce qu'on dit, et l'un et l'autre, très précisément, c'est si tout se passe comme prévu. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Oui, pour les militaires. Non, mais juste laissez-moi finir parce que c'est important. C'est très important. Si tout se passe comme prévu, les soldats français pourront commencer à se retirer à partir de mars. Pourquoi dit-on ça ? Tout simplement parce qu'il y a trois calendriers qui s'enchevêtrent, je dirais. Il y a le calendrier de l'opération Serval, de l'opération française, qui est maintenant à son maximum avec 4000 soldats à peu près déployés sur le terrain. Il y a le calendrier qu'on appelle de la MISMA, de la force africaine. Cette force africaine, en application des résolutions du Conseil de sécurité, elle doit prendre le relais des Français. Et au fur et à mesure que la MISMA se déploie, monte en puissance, l'opération Serval, elle, pourra diminuer. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de prendre le relais? C'est ça, non, une mission simple qui consiste tout simplement à tenir le terrain conquis. À tenir un territoire extrêmement vaste, vous l'avez dit, et la MISMA est très loin de pouvoir le faire. Il ne s'agit pas de tenir le terrain, il s'agit de tenir les agglomérations. Mais les agglomérations, mais qui sont extrêmement nombreuses. On le voit bien autour de Gao, on est très loin de pouvoir sécuriser. La MISMA, c'est 2000 hommes pour l'instant. Non, c'est 4000 hommes. Il y a 1800 Tchadiens, mais c'est pas la MISMA, on sait bien, ils sont au nord. Mais c'est une mission à la portée des Tchadiens. Poser une question. Malheureusement, on n'a plus le temps, Michel Rimbaud, vous allez vraiment détester à la fin de ce débat. Droit d'ingérence quand même. Je pense qu'au fond... On doit rendre l'antenne. Allez-y, un dernier mot. Comment un pays peut-il s'arroger le droit d'ingérence dans des pays comme ça? Ça sera le thème d'un autre débat. Ça ne l'arrange pas, c'est la résolution du Conseil de sécurité. Voilà, et ça sera peut-être le thème d'un autre débat, oui. Parce que je pense que c'est important. Voilà, merci à tous les quatre. Début du retrait français, mars-avril. Vous reviendrez d'ici là, Philippe Alliot. Très volontiers. La dernière fois, vous ne nous avez pas menti, vous nous avez dit la vérité. Donc, je dis toujours la vérité. Vous dites toujours la vérité. Très bien. Merci Philippe Alliot, merci Général Desportes, merci Mathieu Mabin, merci Michel Rimbaud, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, je vous retrouve demain, 19h10 pour un nouveau débat demain.